Pour revoir le meilleur de la saison, Ça vous regarde, c'est dans un instant. Je bouge, donc je suis. Pour se déplacer mieux, pour se déplacer malin, rendez-vous avec Sabine Quindou. C'est-à-dire quand vous êtes en dessous de 30 km/h, la voiture vous propose la délégation de conduite. En délégation de conduite, le véhicule réagit plus vite que vous. Donc l'aéroport de demain, c'est quoi? C'est un aéroport plus que jamais international. C'est une piste aménagée spécifiquement pour les cyclistes qui traversent tout Copenhague en fait. Transportez-moi décrypte aujourd'hui les enjeux de la mobilité de demain, ce soir à 21h30. Retour ce soir-là dans l'émission Ça vous regarde sur la Grèce qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois maintenant. La Grèce qui connaît une dette de 321 milliards d'euros. Un pays aujourd'hui dirigé par Alexis Tsipras. Alexis Tsipras qui a décidé de tenir tête à l'Europe. Sur le plateau ce soir-là, deux hommes politiques, Philippe Juvin, le député européen UMP, Raquel Garrido, la porte-parole du parti de gauche, et puis deux experts, deux économistes. L'un est un économiste atterré, il défend la thèse de l'effacement de la dette ou du rééchelonnement, et Jesus Castillo, qui est un économiste spécialiste de la Grèce, qui lui aussi d'ailleurs considère qu'il faut rééchelonner cette dette grecque. Une dette de 321 milliards d'euros, avec une seule question fondamentale. La Grèce doit-elle, peut-elle payer cette dette? L'Europe va-t-elle payer à la place des Grecs? C'était le débat ce soir-là. Pas une journée sans que le gouvernement grec ne fasse de nouvelles propositions. On reviendra sur ces contenus parce que ce n'est pas toujours très précis. Et les Grecs doivent toujours rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI. Il y a une date butoir, c'est le 30 juin. Sans quoi l'Europe ou le FMI, on reviendra sur le débat technique, pourrait fermer le robinet et mettre le pays évidemment en situation d'asphyxie. Il y aurait une dette globale d'environ d'un peu plus de 300 milliards d'euros que la Grèce est aujourd'hui incapable de rembourser. Elle risque, alors il y a plusieurs options, on reviendra sur les scénarios, d'être en défaut de paiement, avec évidemment une sortie de l'euro, sortie de l'Union, ça c'est une option la plus terrible. Le peuple grec ne souhaite pas sortir de l'euro, puis il y a un danger pour les entreprises qui évidemment seraient asphyxiées, ne pourraient plus emprunter, les entreprises et les banques aussi. On fait le point ce soir. Athènes pourrait aussi jouer le pourrissement, ça c'est une autre option. Quelle est la solution? Certains ici au Parti Socialiste évoquent un effacement de la dette. Il y a eu une pétition signée dans Libération par plusieurs personnalités de gauche et qui souhaitent pourquoi pas un effacement, on en parlera. C'est en tout cas un casse-tête. Il y a un sommet des chefs d'État ce soir à Bruxelles. Les ministres des Finances n'ont pas réussi à sortir de l'impasse. On va faire le point évidemment parce que derrière le dossier grec, il y a une autre question. Est-ce qu'il faut assouplir les règles budgétaires, être un peu plus souple, ou est-ce qu'au contraire, comme le souhaitent les Allemands, est-ce qu'il faut être rigide, radical et souhaiter bien que les Grecs fassent des réformes de structure? C'est un débat de fond et là c'est un débat évidemment qu'on aura dans quelques instants. Faut-il être discipliné ou assouplir les règles? On en parle ce soir évidemment avec vous, avec vos questions. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD.fr, bien sûr, notre partenaire. #CVR, ça c'est pour les tweetos. Vous avez déjà commencé à tweeter, puis notre page Facebook, vous pouvez bien sûr la liker et nous faire partager vos commentaires. 4 invités pour y voir plus clair, parce que c'est une sorte de va-et-vient diplomatique, ce dossier grec. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen Les Républicains, c'est votre deuxième mandat. On vous écoutera parce que c'est un débat à la fois complexe, même à droite, vous êtes divisé sur cette question grecque. Merci d'être avec nous. Face à vous, Raquel Garrigos, bonsoir. Vous êtes porte-parole du parti de gauche, vous êtes avocat en droit international. On vous écoutera dans quelques instants parce que c'est vrai que vous avez, pourquoi pas, l'envie d'effacer cette dette grecque. On en parlera avec vous dans quelques instants. Jesus Castillo, bonsoir. Vous êtes économiste chez Natixis, spécialiste de la Grèce, justement. On vous écoutera sur le risque ou pas et l'engagement de la France, parce qu'il y a une question évidemment sur le niveau des pays européens engagés avec les Grecs. Et puis David Kella, bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés et vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers. D'abord, un petit mot, une petite parenthèse et qui a du sens. Je voulais ce soir rendre hommage à François Delapierre qui nous a quittés à 44 ans. François Delapierre était une des figures du parti de gauche, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais juste vous faire entendre un extrait d'abord pour lui rendre hommage parce qu'il est venu très souvent sur ce plateau débattre de ces questions. Et le 19 juin 2014, il y a presque un an, jour pour jour, écoutez ce qu'il disait. Écoutez.
Les forces social-démocrates sur le continent ont épousé les politiques libérales, ont mis en œuvre les préconisations du FMI. Nous, c'est les préconisations de la Commission européenne, mais c'est les mêmes orientations politiques qui sont à l'œuvre dans ces deux institutions. Donc vous dites que le grand soir est possible, vous dites c'est possible. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se dire de gauche, parce que la gauche est détestée, recrachée. Peut-être qu'on va y arriver là. Moi, je vous le dis, je suis responsable du parti de gauche et du front de gauche. Mais peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra même plus se dire de gauche parce que ça empêche tout simplement la discussion. Et c'est vrai que la politique actuelle nous amène peut-être à ce point-là. Et c'est pour ça que la question qui est posée, c'est une question de reconstruction. Raquel Garrido, une réaction parce que vous étiez proche, ami de François de Lapierre, et on ne voulait pas lui rendre hommage exclusivement par une photo. On voulait me donner du sens aussi. Finalement, ce que dit François de Lapierre, rien n'a changé depuis un an. Je pense que... Bon, d'abord, je vous remercie de rendre cet hommage à François de Lapierre, qui effectivement est parti beaucoup trop jeune, coupé dans son élan. Moi, je le compare à un bâtisseur de cathédrale. Je pense que le sort des bâtisseurs de cathédrale, c'est de jamais voir l'issue de leur réalisation. Et il vit dans la perpétuation de ses actions par les autres. Et on va tous s'y atteler. Voilà. Sur ce qu'il disait, très finement, il serait on va dire... prenant acte de la réalité aujourd'hui de l'évolution de la social-démocratie, effectivement, c'est que... En fait, finalement, la social-démocratie s'est totalement alignée sur une espèce de pensée unique économique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ordolibéralisme, qui est impulsé par la droite allemande. Et du coup, est-ce qu'on peut encore dire que c'est de gauche ? Bon, pas vraiment. Mais très concrètement, de toute façon, il y a besoin de construire autre chose. Et c'est sûr que c'est l'enjeu en Grèce, puisque un autre gouvernement a été élu pour faire autre chose, justement, pour pas accepter ces règles de l'ordolibéralisme. Et donc, il y a maintenant une dispute démocratique sur le fait de savoir, peut-on, dans cette Union européenne, accepter qu'un peuple souverain décide de mener une politique qu'on pourrait appeler hétérodoxe, à la limite, si on veut la référer à l'économie ambiante, majoritaire, on va dire, dans des institutions, ou pas. On va avoir ce débat avec Philippe Juvin et nos experts, mais il y a quand même un débat de fond qui est à la fois posé par François de Lapierre et le débat actuel. C'était il y a un an, rien n'a changé. La souveraineté du peuple grec est remise en question. Alexis Tsipras va à Bruxelles et finalement négocie comme tous les autres chefs de gouvernement grecs. Pas comme tous les autres, justement, c'est la grande différence. Vous savez, il y avait en Grèce cette idée que finalement tous les gouvernements étaient un peu pareils, qu'ils allaient tous aller discuter avec les institutions et que ça changeait trop rien parce qu'il y avait une oligarchie qui était protégée. Bon, Alexis Tsipras ne fait pas partie de cette oligarchie. Il a été élu sur le fait de même renverser cette oligarchie. Mais il n'a rien renversé pour l'instant. Pour l'instant, il est pris dans une bataille économique qui est à la vie à la mort, c'est évident. Aussi. Mais il y a un truc qui le change des autres, de fondamental, c'est qu'il n'a pas peur de retourner aux urnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour juste gouverner, juste être élu. Il s'en fiche juste d'être élu. Il veut mettre en place une politique pour laquelle il a été élu. Ça le change de tous les autres gouvernants grecs. Philippe Juvin, on va voir un sujet sur ce ballet diplomatique, les ministres des Finances, les chefs d'État, les sommets extraordinaires. Ça fait 10 jours qu'on nous parle de propositions qui font des va-et-vient. Ça fait 10 jours. Pensez que ça va faire 40 ans. C'est-à-dire que la dette grecque s'étend sur 40 années. Donc si on ne règle pas une fois pour toutes le sujet, eh bien tous les mois ou tous les 2 mois, vous aurez la même comédie, tragicomédie plus exactement. C'est violent, parce que le peuple grec s'inquiète là. Bien entendu. Et puis la semaine dernière, ce chiffre est intéressant et tragique. 6 milliards d'euros ont été retirés par les épargnants, ce qui montre qu'il y a une panique réelle. Donc la vraie question, c'est que Tsipras s'est fait élire sur des proposition très hasardeuse, on peut le dire très poliment comme ça, mais c'est la réalité. Le deuxième point, c'est qu'il faut en sortir. Alors il y a 2 manières de s'en sortir de cette affaire terrible. C'est soit les Grecs font défaut, sortent, et puis après vivent leur vie. Sauf repasse au drachme. Repasse au drachme. Une monnaie parallèle. Mais il y aura des effets en Grèce, mais aussi des effets périphériques très importants, en particulier sur l'Europe en entière, on pourrait en parler. Soit on décide effectivement de rééchelonner d'une manière très très prolongée la dette, mais en contrepartie de l'engagement des Grecs et des preuves d'engagement des Grecs que cette dette ne va pas se renouveler, se reproduire. Or, elle est là le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, alors que le pays comme le Portugal a fait de grands efforts, a eu il y a quelques années une situation catastrophique. On parlait de l'Irlande aussi qui avait été L'Irlande et le Portugal avaient une administration et
une la production de richesse. Ils n'ont pas d'administration, ils n'ont pas de production de richesse. Dans l'historique des choses, vous oubliez quand même la crise des subprimes. C'est très important. 2008. Mais la Grèce, c'est pas vrai que depuis 40 ans, les choses sont comme ça, linéaires. D'ailleurs, si vous prenez le temps long, les Allemands doivent de l'argent à la Grèce. Si vous voulez prendre le temps long, beaucoup d'argent. Juste un petit mot, parce qu'on va entendre Jésus Castillo, mais David Kella, vous êtes parmi des économistes atterrés. Moi, j'ai vu une interview lue il y a quelques jours, Thomas Piketty, dans Libération, une longue interview, et qui disait, mais les Français, les Allemands ne devraient pas oublier qu'en 1945, ils avaient une dette colossale, et que si on avait réclamé le remboursement de cette dette, ils n'auraient pas pu investir dans l'industrie, ils n'auraient pas pu créer une économie prospère, et de fait, on n'aurait peut-être pas vécu ces 30 glorieux. C'était la théorie de l'économiste Thomas Piketty. C'est la vôtre aussi. Est-ce que vous faites partie de ces économistes qui disent il n'y a pas d'autre issue que d'effacer, que de rééchelonner la dette? Non mais attendez, il faut... Le fond du problème, on a deux problèmes en Grèce. Et le problème, c'est qu'on les mélange tous les deux. Il y a le problème du remboursement de la dette publique. Mais en réalité, c'est pas ça le cœur du problème, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. L'Irlande, l'Espagne se sont effondrés et ils avaient une dette publique qui était très très faible, les plus faibles de l'Union européenne avant la crise. Le fond du problème, c'est la question de la compétitivité. C'est la question non pas de la dette uniquement publique, mais de la dette globale. Et, donc dette à des créanciers privés, à des banques? Oui, c'est la dette la dette privée en fait, qui représente 75-80% de la dette globale. Et en fait, si on dit pas ça, on comprend pas le problème de Grec. Parce que moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, la dette publique était parfaitement soutenable en 2007. La dette publique grecque, elle était certes très élevée, mais pas plus élevée que d'autres pays, enfin légèrement plus élevée que celle d'autres pays européens. Mais comparé à la France, par exemple, un peu plus élevée que la France, mais avec une croissance économique qui était elle aussi plus importante. Et donc, quand on nous dit aujourd'hui le système d'administration grecque n'existait pas, c'est ce qu'on dit, il prévait pas d'État. La réalité, c'est que il y a pour payer les impôts locaux, c'est compliqué. Chaque système fiscal est différent, mais la réalité, c'est que... Oui, mais est-ce que les tractats proposent d'aider pour un cadastre laissez-le finir, parce qu'il va aller au bout de son idée. C'est intéressant ce que dit David. La réalité, c'est que la dette grecque ne posait pas de problème. En tout cas, personne n'avait considéré qu'elle posait de problème en 2007. Mais pourquoi ce choc? Pourquoi cette angoisse depuis quelques jours? On nous dit c'est l'apocalypse. Non, c'est pas depuis quelques jours, c'est depuis 5 ans qu'on a un problème avec la Grèce. Ce problème, il est en fait un problème de compétitivité de l'économie grecque. Qui se situe aux marges de la géographie européenne, qui, en ce sens, n'a même pas de voisins qui font partie de la zone euro, c'est-à-dire qu'elle est en concurrence avec la Turquie, elle est en concurrence avec la Bulgarie, elle est en concurrence avec un certain nombre de pays qui n'ont pas la même économie, bien sûr, et du coup, elle est très éloignée. Trop de fonctionnaires, on le lit beaucoup, il y a une forme une fonction publique pléthorique. Non, mais la question... trop de fonctionnaires, excusez-moi, leur retraite à 55 ans, les fonctionnaires créent de la richesse comme les autres. La question n'est pas de savoir, encore une fois, les finances publiques grecques. La question est de comprendre pourquoi l'économie grecque a perdu en industrie avant la crise. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le système de la monnaie unique européenne a concentré l'industrie dans son cœur, c'est-à-dire en Allemagne, et pourquoi les régions périphériques se sont appauvries. Alors, il n'y a pas que la Grèce, il y a le Portugal, il y a l'Irlande. Toutes ces régions ont un point commun. Et c'est l'Allemagne qui a concentré finalement la puissance. Et en France aussi, on est quelque part à la périphérie. En France aussi, on a une partie d'une base industrielle qui est allée vers l'Est, vers l'Allemagne, qui a reconfiguré son industrie avec les pays de l'Est. Et la Pologne. Et voilà. Et donc, juste un petit mot jusqu'à Castillo, parce que là il y a une vision d'un économiste qui nous dit mais attendez, la dette était supportable. Vous, l'économiste côté banque, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'on est dans une situation catastrophique? Est-ce que si soudain une décision avait lieu d'un rééchelonnement, voire même d'un effacement, parce que j'ai lu qu'il y a beaucoup d'hommes politiques de droite et de gauche qui disent on ne se fait aucune illusion, les Grecs ne paieront pas cette dette et il faudra s'organiser. Est-ce que c'est grave pour nous, Français? Est-ce que c'est grave pour l'Europe? Est-ce qu'on peut se relever d'un effacement de dette grecque? Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que la dette est soutenable? De quoi dépend la soutenabilité d'une dette? J'ai envie de dire, sans vouloir faire un cours, ça dépend du montant de cette dette, du taux d'intérêt et de la capacité du pays à générer des revenus. Aujourd'hui, on sait que si on exige des efforts très importants, le fameux excédent budgétaire primaire, on l'obtient comment? En réduisant la dépense publique ou en augmentant les impôts, ça va contraindre l'investissement et la consommation. Donc, ça va contraindre la capacité du pays à se développer et à générer du revenu. Donc, si on
Ça, c'est une des négociations. Hein. C'est une des négociations. Ensuite, sur l'encours de dette, oui, moi je pense qu'il est absolument colossal et qu'à moyen terme, il faudra évidemment se poser la question de la restructuration de cette dette. Restructurer, dans le langage courant, ce serait quoi? On rééchelonne. C'est une façon polie de dire qu'on peut effacer une partie de la dette. Alors on ne l'effacera pas d'un coup de trait. Ce qu'on a fait en partie. Ce qu'on a fait en 2012. C'est ça, ça a déjà été rééchelonné. Absolument. Oui, mais alors donc ça veut dire qu'on est tout doucement en train de prendre le chemin dans un ballet diplomatique effectivement assez fort, de ministres, globalement d'accepter l'idée qu'on va rééchelonner la dette. Oui, mais les conditions, il faut, on est tous d'accord. En fait, la dette est trop importante pour pouvoir être honorée, et tout le monde le dit et tout le monde le sait. La vraie question, c'est une fois qu'on aura fait ça, c'est les réformes. Tout au parti. C'est qu'est-ce que derrière on fait pour que la dette ne se reproduise pas. Il faut que le pays produise des richesses et se développe. Et qu'une administration soit prête, à lever l'impôt, à mettre des règles, à faire payer de la TVA, à mettre fin à l'exil fiscal. Or, la Grèce aujourd'hui n'a pas cette administration, n'est pas organisée et a une économie en fait qui produit très peu, un peu de raffinerie de pétrole, un tout petit peu d'agriculture, du tourisme qui s'est bien développé depuis 4-5 ans. Mais on voit bien que c'est ça la vraie différence avec d'autres États qui ont connu des situations similaires, c'est que la Grèce aujourd'hui n'est pas en état. En tout cas, le gouvernement de Tsipras ne nous explique pas comment il veut faire pour que on va revenir sur les réformes de fond. Oui, mais sauf que vous mettez la balle dans le mauvais camp. La dette, c'est un mot et un aujourd'hui, est responsable de la dette de la Grèce. C'est la Banque centrale européenne qui aujourd'hui est dans l'incohérence. Parce que si on est tous d'accord pour dire que l'enjeu, c'est la relance de la machine économique grecque, si c'est ça l'enjeu, à ce moment-là, non, attendez, il y a des méthodes pour relancer l'activité. Si vous baissez les retraites, si vous baissez les salaires, si les gens sont dans l'indigence, si vous, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire pardon, mais quand vous demandez un excédent budgétaire primaire qui est trop important, alors à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de relance de l'activité. 35% des fonctionnaires prennent leur retraite à 55 ans. Mais arrêtez avec ce chiffre, puisqu'on vous l'a dit, le fait qu'il y ait un service public, c'est la marque aussi d'un État qui fonctionne. Vous voyez, vous faites de la politique, vous faites une économie. Moi, je vous parle d'économie, vous me parlez politique. Vous dévoilez votre jeu. Vous voulez que les Grecs continuent de se saigner au bénéfice de qui? Pas de vous et de moi, et pas des Français. Pas des Français, je peux vous l'assurer. Nous, les Français, nous avons plutôt intérêt à ce que dans... Écoutez, je ne suis pas caricaturale, je vous explique. On vous a tous dit ici, il y a 3 personnes qui ont expliqué sur le plan économique en quoi les propositions actuelles de la Troïka ne vont pas dans le sens de la relance de l'activité de la Grèce. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même dire qu'il faut cesser avec ça. Alors peut-être que les Grecs ensuite, ils ont d'autres propositions. J'avais un petit tweet. J'attends de voir quel est le plan de M. Tsipras. Tout le monde est conscient. Chacun son tour. Allez-y. Je vous assure, écoutez, ça peut profiter à tout le monde éventuellement de s'entendre. Non mais c'est le débat, on va débattre. La question est très simple, c'est que tout le monde sait que les Grecs ne pourront pas, dans les conditions actuelles, réduire leur dette tout seuls. On a déjà fait beaucoup d'efforts. 240 milliards d'euros ont été payés par les Européens, c'est-à-dire par nous. Pour réduire cette dette, ce que nous demandons, c'est très simple. Faire en sorte que les Grecs, demain, une fois qu'on aura trouvé des règles pour que cette dette puisse être repoussée, que les Grecs, et annulé en partie, que les Grecs ne reproduisent pas une nouvelle dette. C'est très simple. Alors là, voilà, il y a un camembert qui arrive comme ça, et c'est magnifique, comme ça il arrive au moment du débat, sur la répartition de ce fameux Fonds européen de stabilité financière, c'est-à-dire la dette répartie entre un certain nombre de pays. La France, 31 milliards d'euros, 41 pour l'Allemagne, 18 pour l'Espagne, et 23,7 milliards pour l'Italie. Regardez ce sujet, parce que c'est un ballet diplomatique, je veux qu'on en débatte juste après, parce que beaucoup de Français regardent ce ballet sans trop bien comprendre ce qui se passe vraiment et ce qui se dit réellement dans ces sommets et dans ces rencontres. Regardez ce sujet de Marie Labatte pour essayer, je dis bien, d'y voir un peu plus clair sur ce ballet diplomatique qui n'a ce soir encore abouti à rien. C'est l'homme que tout le monde attend. Alexis Tsipras sort d'un tête-à-tête avec Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre grec est venu présenter ses dernières propositions au président de la Commission européenne. Ses dernières cartes pour sauver son pays de la faillite annoncée. L'heure est venue pour nous de trouver une solution durable qui permettra à la Grèce de retrouver le chemin de la croissance à l'intérieur de la zone euro. Malgré les sourires et les accolades, le chef de l'exécutif européen ne partage pas le même optimisme. Des progrès ont été faits ces derniers jours, mais nous n'y sommes pas encore. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un accord ce soir. Chefs d'État et de gouvernement de la zone euro sont réunis ce soir pour un sommet extraordinaire qui décidera du sort de la Grèce et de l'avenir de l'Europe. Des progrès ont été accomplis ces derniers jours et même ces dernières heures. Le gouvernement grec veut sortir de cette crise et a pris ses responsabilités.
Nous devons regarder une fois encore ces propositions et moi je souhaite que ce soir, il n'y aura pas de décision formelle, mais ça doit ouvrir la voie à un accord le plus vite possible. Pour rembourser ce qu'il doit, le pays a besoin d'une nouvelle tranche d'aide de plus de 7 milliards d'euros. Pour débloquer cet argent, les créanciers d'Athènes exigent des réformes crédibles, mais le gouvernement de Tsipras, en place depuis janvier, refuse de sacrifier les retraites et d'augmenter la TVA sur l'électricité. Faute d'accord, la Grèce sera mise en cessation de paiement et incapable de fait de rester dans la zone euro. Jésus Castillo-Juste et David Kella, parce que vous êtes tous les deux économistes, je ne sais pas si vous partagez forcément le même point de vue sur ce sujet, mais c'est tout l'intérêt du débat. On a ce petit tweet, question bête, et si on annule la dette grecque, mais qu'on ne leur prête plus rien, il se passe quoi à votre avis ? On annule, mais après on ne donne plus d'argent. De toute façon, ils sont en excédent primaire. Donc, alors excédent primaire, pour ceux qui n'ont pas fait écho. Alors ça veut dire simplement que le budget grec dégage suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses normales. Ils peuvent payer quoi ? Les fonctionnaires, les retraités ? Ils peuvent tout payer. La seule chose qu'ils ne peuvent pas payer, c'est les intérêts de la dette en cours. Donc si on annule toute la dette, eh bien, le gouvernement grec n'aura plus besoin d'emprunter auprès de qui que ce soit. D'accord, donc ils seront autosuffisants. Ce n'est pas un puits sans fond, il n'y a pas de risque que, comme l'évoque Philippe Juvin, il y ait ce risque permanent de dérapage. Vous, moi, je ne serais pas aussi optimiste. Voilà, je sentais bien qu'il y avait un débat. Effectivement, aujourd'hui, ils sont à l'excédent primaire, si on regarde les comptes, les chiffres dont on dispose, mais bon... Ils sont bons les chiffres, parce qu'ils avaient été un peu truqués à l'origine, les chiffres. Je vais dire qu'ils sont bons. Ils sont bons. Non, mais attendez, vous vous engagez. Ce que je veux dire, c'est que je travaille avec les chiffres auxquels j'ai accès. Le truc, c'est que si aujourd'hui ils sont à l'excédent primaire, ça ne veut pas dire qu'ils le resteront demain. Qu'une sortie de la zone euro n'est pas sans conséquence pour la Grèce elle-même. Elle n'est pas sans conséquence pour le reste de la zone euro. Donc il y a un vrai risque et que très sincèrement, en toute humilité, nous autres économistes ne savons pas complètement mesurer. On peut dire il y a des pare-feux, on a mis en place, on a doté la BCE de certains outils pour acheter des dettes souveraines sur les marchés, on a créé le mécanisme européen de stabilité, on a créé un ensemble de mesures qui permettent de se dire... il n'y a pas de mesure de sortie d'un pays de l'euro. J'ai lu qu'il n'y avait pas dans les textes la possibilité de dire vous êtes un mauvais élève, vous sortez, vous n'êtes plus. Ça n'existe pas. Non, la sortie peut se faire que de facto, en fait. Si aujourd'hui la Banque Centrale Européenne arrête d'alimenter en liquidité les banques grecques, ces banques vont... Elles ferment ? Elles n'ont plus d'argent pour prêter. Elles n'ont plus d'argent et donc forcément à un moment il faut que la Banque Centrale de Grèce se remette à émettre une monnaie. Alors on peut l'appeler nouvelle drague, mais on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est une sortie de l'euro et de l'Union de fait. Mais aujourd'hui les pays de la zone euro, on entend souvent pendant les Eurogroupes, mais finalement on pourrait mettre la Grèce dehors. Non, on ne peut pas, ce n'est pas prévu dans les textes. Allez-y, un petit mot et Raquel Garrido. Ce n'est pas prévu dans les textes. Cela dit, si la BCE refuse de refinancer les Grecs, de fait, il faudra bien que les Grecs créent une monnaie. Mais il n'y avait pas dans le texte la possibilité de pouvoir exclure. Non, mais il faut arrêter avec le juridisme. Les textes, ils prévoient des trucs. Il y a plein de choses qu'ils ne prévoient pas. La réalité, c'est qu'on peut avoir des situations imprévues. D'ailleurs, c'est bien le problème qu'on connaît aujourd'hui. Et que même si les textes ne prévoient pas la sortie de la zone euro, ça ne veut pas dire qu'un pays ne peut pas sortir de la zone euro. De fait, lorsque la Tchécoslovaquie s'est divisée, il y a bien eu 2 pays qui se sont constitués avec 2 monnaies, sans faire un drame. Juste, il y a 2 dossiers sensibles. Il y a l'Allemagne, j'aurais évidemment qu'on en débatte parce qu'on a évoqué, mais très sommairement, voir la position de l'Allemagne à l'égard de la France, parce qu'on voit que les positions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et d'abord, le FMI. Vous en pensez quoi du FMI ? Parce que j'ai lu précisément que là, il y avait un mécanisme extrêmement rigide, 30 juin, date butoir, puis un dossier qui part au conseil d'administration avec une procédure extrêmement serrée. Le FMI exige toujours 1,6 milliard d'euros au 30 juin. Est-ce que vous pensez que Christine Lagarde ira au bout et qu'il y a un vrai risque concret là, côté FMI ? J'ai vu que les acteurs se jeter un peu la balle entre responsabilité du FMI et de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle les sommes quand même. Ce que doit la Grèce à la BCE là en juillet-août, c'est 8 milliards. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'il doit en fait le 30 juin au FMI. Et j'ai tendance à penser que sur le plan de cette raideur pour imposer des politiques classiques d'ajustement structurel telles qu'elles ont échoué partout en Amérique latine dans les années 90, partout. On parle beaucoup de l'Argentine dans les articles qu'on lit avec le modèle argentin. Oui, parce qu'en fait, vous êtes face à des institutions qui ont l'habitude de se comporter comme ça avec les gouvernements. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est lunaire dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui discutent en secret, là, alors qu'il y a eu
gagné une élection, il y a un peuple qui a donné un mandat à un gouvernement. Et rappelez-vous cette scène pendant le G8 de je ne sais plus quelle année à Nice, où Merkel et Sarkozy avaient convoqué Papandréou en lui disant... C'est un G20, je crois d'ailleurs même. C'est possible, je ne sais plus. Vous n'organiserez pas de référendum, il en est hors de question. Donc, ils ont un rapport avec le gouvernement grec, qui est un rapport de puissant à petit pays, je veux dire, du tiers-monde. Donc, à un moment donné... Madame, nous avons annulé une partie de la dette grecque. Non, arrêtez de dire vous, parce que vous n'avez annulé rien du tout. Vous n'avez rien annulé du tout. Entre la France et l'Allemagne. Monsieur, vous n'avez rien annulé du tout. Vous ne parlez pas comme ça à propos de la Grèce. Le FMI. Le FMI, madame. Parce que sinon, on va pas débattre. Non, mais il faut je peux n'être pas d'accord avec vous, et ce n'est pas scandaleux, vous voyez. Vous n'avez rien prêté du tout, vous. Madame, je peux n'être pas d'accord avec vous, et ça n'est pas un drame, vous voyez. Non, mais je conteste ce mot « nous ». Le FMI, la grande erreur... Vous n'avez rien prêté aux Grecs. Madame, la grande erreur, c'est d'avoir fait entrer le FMI dans l'affaire. À l'époque, souvenez-vous, Merkel était très en faveur, DSK, qui était le patron du FMI à l'époque, était très en faveur, Sarkozy était très opposé, le patron de la Banque centrale était très opposé. Nous ne voulions pas que le FMI mette son nez dans les affaires européennes. Nous le payons cher aujourd'hui. C'est un vrai problème. Nous le payons aujourd'hui et on doit faire avec. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les Grecs, qu'est-ce que le gouvernement grec, qui est le gouvernement légitime, celui de M. Tsipras, nous propose à chaque réunion, et je le vois moi au Parlement européen, à chaque réunion, les Grecs arrivent et nous disent, 1, pas question qu'on contrôle ce qu'on fait, nous sommes souverains, soit. 2, nous voulons d'abord des engagements de votre part pour que vous annuliez ou reportiez la dette et on vous dira ce qu'on fait après. Et 3, de toute façon, si on est endetté, c'est à cause de l'Allemagne. Et on a ces 3 discours en permanence maintenant depuis 100 jours. C'est pas vrai. Vous omettez totalement les propositions fiscales. Je suis au Parlement européen et je peux vous assurer que c'est vrai. Non, mais pardonnez-moi, mais c'est pas. Vous êtes très nombreux au Parlement européen à ne savoir rien du tout de ce qui se passe dans ces négociations. Les Grecs, madame, jeudi dernier, les Grecs du parti qui soutient monsieur le Premier ministre grec, ils ont pris la parole et ils ont expliqué qu'ils voulaient une annulation pure et dure, sèche, et que nous n'avions rien à voir. C'est l'annulation pure et dure. C'est ça la vérité. Donc, mais pourquoi vous ne parlez pas des quand vous avez une discussion, madame, les propositions fiscales... Attendez, juste un mot. Ce que vous nous dites là, ce que les parlementaires grecs disent de manière claire, ils veulent zéro dette. C'est ce que pense Alexis Tsipras, sans le dire d'une manière officielle. Bien sûr, ils veulent rase gratis. En fait, on l'a vu, Tsipras a commencé à faire des avancées lors la dernière assemblée des patrons de l'Eurogroupe. Il est retourné en Grèce et il s'est fait allumer par son propre parti sur place en disant « tu ne peux pas donner, tu ne peux pas faire de concessions ». On l'a vu, il est entré en négociation là en disant « finalement, je ne céderai rien ». À partir du moment où en face, vous avez quelqu'un qui vous dit « je veux que vous me donniez, mais moi, je ne vais pas vous dire ce que je vais vous donner », comment voulez-vous que ça avance? Alors attendez, je donne la parole, il y a des sentinelles. Il y a un problème. Raquel Garrido, regardez, les citoyens nous regardent. D'ores et déjà, par exemple, en ce qui concerne l'évasion fiscale, qui est quand même, on peut tomber d'accord là-dessus, un énorme sujet en Grèce. Absolument. Le FMI avait donné en 2010 une liste d'évadés fiscaux au gouvernement antérieur qui n'en avait rien fait, qu'il avait rangé dans un tiroir. Énorme évasion fiscale. Le gouvernement de Syriza, il a pris cette liste et il a commencé à faire son travail. Vous avez, il y a un mois, un oligarque qui a été mis en garde à vue et qui n'a été libéré. C'est du spectacle. Arrêtez de m'interrompre parce que je parle de choses qui sont quand même importantes. Parce qu'elle va s'énerver, on ne pourra pas débattre. Raquel Garrido, on a nos sentinelles, je vous les présente. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un gouvernement qui a parlé de fiscalité. Raquel Garrido, regardez, on a. Et c'est là-dessus que les Européens devraient l'aider. Alors, et vous aussi, regardez, Étienne, comme dit la chanson. Je vous salue, Étienne, parce que vous êtes une de nos sentinelles citoyennes. Je vous soumets ce petit tweet parce que les tweets pleuvent. L'austérité en Grèce, ce fut 1 million de pertes d'emplois, 40% de baisse de salaire. Le peuple grec subit une dictature financière, nous disent Tweetos. Vous en pensez quoi, vous, Étienne, en tant que citoyen? D'abord, est-ce que vous comprenez un peu ce ballet diplomatique? Est-ce que vous avez un peu compris les propositions et la pression qu'on mettait sur la Grèce ou pas? Moi, je pense tout d'abord qu'on oublie l'origine de la crise grecque, qui est tout simplement que l'État n'a mal géré ses dépenses. Sans trafic des comptes et sans une bonne gestion à l'origine, il n'y aurait pas à l'heure actuelle de crise grecque. Et le deuxième point, etc., que se pose, etc., et ça se pose aussi pour la France à l'heure actuelle, c'est que si on n'a pas une bonne gestion de ses finances, on en arrive à ce type de situation, et sans réforme de structure, on ne peut pas restructurer. Et il y a 3 points. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de TVA. La TVA en Grèce est à 6%. Aujourd'hui, dans tous les pays de l'Est européen, elle est à 20%. Aujourd'hui, la pension moyenne de retraite
en Grèce, elle est 30% plus élevée que le salaire minimum en Slovaquie, en Pologne, et on embauche des fonctionnaires aujourd'hui, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que la situation est bien gérée en Grèce. Bon, alors Jésus Castillo, juste parce qu'il y a un économiste, Raquel Garrido, il est sage. Il est sage. En tout cas, vous faites plaisir à Philippe Juvin. Sur cette question, on entend beaucoup quand on lit, quand on écoute la télévision sur le dossier grec, on nous parle de réforme structurelle, qui est un peu un mot technocratique. Qu'est-ce que devrait faire la Grèce en matière de réforme structurelle? Est-ce qu'il y a une réforme de quoi? Des salaires, des retraites, du montant de TVA? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour respecter ce qu'on leur demande? La vraie question, c'est quoi? À mon sens, et on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est quel est le modèle de croissance qu'on veut avoir en Grèce. Vous avez dit, aujourd'hui, les Grecs ne produisent rien. Et effectivement, si on n'a pas des réformes qui attirent l'investissement en Grèce et qui permettent de développer cette économie, parce qu'aujourd'hui, la Grèce a fait énormément de gains de compétitivité. Les salaires ont baissé entre 25 et 30%. Ils profitent aujourd'hui de la baisse de l'euro aussi. Ils profitent des gains de compétitivité liés à la baisse du prix du pétrole. Et on voit que les exportations ne redémarrent pas. Mais encore faut-il avoir quelque chose à vendre pour exporter. Donc il faut bien développer la base productive du pays. La question des retraites, vous l'économiste, parce qu'en France, la question se pose. Il y a un trou abyssal dans la caisse des retraites. J'ai lu, est-ce que ce chiffre est vrai? Vous l'avez cité, 30% des retraités, enfin des fonctionnaires partent à la retraite à 55 ans. Est-ce qu'on n'est pas dans un système comme ça qui doit être un peu dégraissé? Je mets des guillemets au mot dégraissé. Alors, je ne suis pas un spécialiste du système de retraite grec qui est extrêmement complexe. Mais effectivement, les gens partent en moyenne avant l'âge légal de départ à la retraite. On voit qu'on a un système qui est structurellement déficitaire. C'est-à-dire que les pensions versées par rapport à l'effort qui est fait pendant la vie contributive des salariés ne permettent pas d'équilibrer le système. Donc là, il y a forcément un vrai sujet et une réforme structurelle à faire. Est-ce qu'il faut la faire maintenant, brutalement? C'est là où on peut s'interroger. On a vu que pendant les 5 dernières années, le FMI là-dessus a écrit des papiers en disant peut-être qu'on s'est trompé sur les effets récessifs des politiques d'austérité menées de concert dans l'ensemble de la zone euro. Attendez, David qui est là parce qu'il veut s'exprimer. Un mot. J'imagine que ça vous plaît cette petite phrase, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que ces politiques d'austérité ne relancent pas l'économie. Au contraire. La réalité du problème, moi je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger entre l'État grec qui serait trop dépensier. C'est une réalité, non, justement, il est plutôt dans la moitié inférieure d'autres pays de l'Union européenne en matière de dépenses publiques. Le fond du problème, excusez-moi, vous avez eu la parole. Le fond du problème, si on considère que le fond du problème, c'est le problème de la productivité, de la compétitivité et de la production, et moi, là, je suis d'accord, je partage l'analyse qui a été dite précédemment. Alors, le vrai problème, c'est de savoir comment on relance l'appareil productif grec. Et l'appareil productif grec, pour l'instant, il n'a pas été du tout relancé. Quand on regarde la production industrielle grecque depuis 2010, c'est-à-dire depuis qu'on a fait les réformes imposées par la Troïka, on voit une baisse de 25% de l'industrie grecque, un effondrement de l'industrie. Mais c'est un peu le débat qu'on a en France, David Kella. Pourquoi est-ce que la fonction publique, excusez-moi, c'est pas pour tirer boulet rouge, est-ce qu'elle n'est pas pléthorique, elle n'est pas en train de tirer le pays vers le bas, pour des raisons X et Y de culture, d'organisation? La baisse de la production industrielle n'a rien à voir avec la fonction publique. Elle a à voir avec l'effondrement de la demande grecque, qui elle-même est la conséquence des politiques d'austérité drastiques qui ont été menées. C'est-à-dire, ce que les économistes, un certain nombre d'économistes ne comprennent pas, excusez-moi, ou d'hommes politiques, c'est qu'il n'y a pas il y a une complémentarité entre le public et le privé. C'est pas une concurrence. Lorsque les économies les plus prospères, quand on parle de la fonction publique, la réalité, c'est que les économies les plus prospères sont aussi celles qui ont les services publics, les dépenses publiques les plus élevées. Donc, arrêtons de tout mélanger. Alors, Philippe Juvin, pourquoi vous bouillez? Parce que vous n'êtes pas d'accord. Juste un dernier point. Tout à l'heure, on a dit, Philippe Juvin a dit qu'on avait aidé de 240 milliards d'euros, on avait réduit la dette grecque de 240 milliards. Oui, on avait effacé. Non, on n'a pas du tout effacé 240 milliards d'euros de dette. On a pris à sa charge 240 milliards d'euros de dette, ce qui n'a rien à voir parce qu'on a accordé un prêt à taux d'intérêt plus élevé auquel on empruntait. Sur 40 ans. Donc la dette publique grecque n'a absolument pas été réduite de 244. Juste un dernier mot, David Kella, juste très court, parce que ceux qui nous regardent se disent alors tout va bien dans le meilleur des mondes en Grèce. Non, tout va mal en Grèce. Ah d'accord, j'arrive plus à comprendre. Tout va mal parce que les politiques menées depuis 5 ans ont entraîné un effondrement de l'activité économique grecque. Et par ailleurs, tout va mal parce que la Grèce, et je me répète, excusez-moi, parce que la Grèce
Grèce est en concurrence avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes problèmes, et notamment qui ne sont pas dans la zone euro, comme la Turquie. Philippe Juvin, vous nous l'avez dit, on a bien entendu que la zone... La Turquie, très productrice, comme voisin. Mais peu importe, premièrement, l'État grec dépense beaucoup d'argent. Les dépenses de chômage, 16%. Les dépenses de chômage sont égales à 2 fois la moyenne de l'OCDE. Il faut supprimer le chômage. Donc l'État grec dépense beaucoup. Plus de chômage. Dépense beaucoup. Mais par habitant. Le deuxième point. Chaque fois, je donne un exemple, chaque fois qu'un gouvernement arrivait en Grèce, la première chose qu'il faisait, traditionnellement, c'était d'embaucher des centaines de personnes à la télévision publique. C'est comme ça que c'était... Qui a d'ailleurs fermé et réouvert. C'était comme ça. Donc, que l'État grec dépense beaucoup d'argent et trop, mais tout le monde l'avoue. Alors, évidemment, sur un plateau de télévision, on ne l'avoue pas, mais c'est vrai. Le deuxième point, c'est qu'à la différence de la France ou de l'Allemagne ou de l'Italie, en France, quand le ministre des Finances appuie sur un bouton, il y a toute une administration qui se met en branle derrière, qui applique une politique. On appelle ça Bercy, en fait. Ce n'est pas le cas en Grèce. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'impôt ne rentre pas. L'exil fiscal, n'est pas combattu. Les marchés publics, on parle toujours des dépenses directes. Les marchés publics se font en grande partie de gré à gré, sans mise en concurrence, sans transparence. Et ça aboutit à quoi ? À l'appauvrissement de l'État grec. Donc si vous voulez, pourquoi existe-t-il tout ça ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'administration. Et il faut à la fois annuler, reporter, rééchelonner la dette grecque. Ça va de soi. Mais à la condition, deuxièmement, d'avoir un appareil productif qui fonctionne, une administration qui mette en place cette politique. C'est un programme sur 50 ans, là. Et un gouvernement qui réponde aux abonnés présents et pas à Raquel Garrido qui fonctionne sans fonctionnaire, quand même. Raquel Garrido, réduire les un petit mot. Je donne la parole à Mathieu, parce que sinon, le pauvre, c'est un autre citoyen. Je donne la parole juste après. Mathieu, exprimez-vous, parce que je ne sais pas si vous étiez d'accord avec votre collègue sentinelle citoyenne il y a quelques minutes, qui lui disait qu'il fallait être ferme, il fallait être évidemment radical, qu'il y avait trop de dépenses, que la Grèce avait mal géré. Vous en pensez quoi, vous le citoyen? Est-ce que vous seriez prêt à payer, on nous dit 666 € par tête d'habitant pour régler la 1000, allez, alors on arrondit à 1000 avec Philippe Juvin. 1000 € par habitant. Voilà, 1000 € par habitant, parce qu'on nous dit qu'effectivement, et Raquel Garrido va bien sûr réagir dans quelques instants. On vous écoute, Mathieu. Moi, personnellement, je suis plutôt inquiet sur le fonctionnement de la zone euro. Parce qu'en fait, depuis le début de la construction du marché unique et des communautés européennes, on a avancé uniquement sur le pas de l'économie, mais on a complètement oublié toutes les sociétés qui font partie de l'Union européenne. Et du point de vue social, on met des sociétés qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, en concurrence entre elles. Et moi, ce que je vois, c'est que on ne peut que sur cette mécanique-là s'aligner vers le bas. On parle essentiellement de compétitivité prix, et donc forcément, on cherche à chaque fois à trouver les prix les plus bas. Et j'ai aussi l'impression que vous n'avez pas de question, Mathieu? On a tendance. Oui. Vous n'avez pas une petite question comme ça sous le coude à nous offrir? Mais qu'est-ce qui est prévu au niveau européen? Parce que pour l'instant, on ne fait que gérer des situations d'urgence, mais sur la construction et sur ce qui devrait être fait au niveau du fonctionnement de l'Union européenne et de la zone euro, je ne vois pas grand-chose. Bon voilà, juste la question est importante, elle touche à votre débat. Et la première question de l'émission, c'est qu'une espèce de paradoxe de Syriza qui devait renverser la table. Il a été élu par un peuple qui lui a dit on ne peut pas négocier avec les créanciers, on ne cédera pas. Et qu'au final, il va se passer quelque chose et qu'il négocie. Donc ça remet peut-être cette Europe en question, finalement, la souveraineté des peuples, non? Vous n'avez pas ce sentiment? Alors oui, bien sûr. Et donc danger pour Syriza. C'est d'autant plus choquant que les demandes, parce que la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui est fait au niveau des institutions européennes? Absolument. Alors aujourd'hui, ce qui est fait au niveau des institutions européennes, c'est d'être raide sur des propositions qui sont contraires à toute relance de l'activité économique en Grèce. Je prends un exemple dont on a parlé, la TVA. Un exemple. Augmenter la TVA sur la nourriture, sur des biens de consommation. On a dit, et on est qui est un des projets, c'est une demande de l'Europe. On est tous ensemble d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de recouvrement des taxes et des impôts en Grèce. C'est-à-dire, vous êtes dans un pays où la TVA n'est pas recouvrée. Voilà. Augmenter la TVA dans un pays pareil, c'est de la flûte à bec. Tout ce que ça crée, c'est davantage de marché noir. Donc, c'est un exemple qui montre l'absurdité des propositions.
Et donc, il ne faut pas payer d'impôts, c'est ça? Pardonnez-moi, mais c'est Syriza les premiers qui veulent augmenter l'impôt, faire de la redistribution des richesses, aller chercher l'argent où il y en a parmi les oligarques grecs. Ils ne vous ont pas attendu pour cela. Mais je vous demande juste à ce moment-là de les soutenir. Si vous voulez qu'il y ait un cadastre en Grèce, il faut les soutenir et ne pas soutenir les propositions de la Troïka. Quand on dit la compétitivité de la Grèce, tout le monde a acté le fait que les salaires étaient tellement bas aujourd'hui qu'ils étaient très compétitifs au niveau des prix. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de donner sa chance à ce gouvernement qui, à mon avis, a une politique qui permet la relance. C'est pas simple, évidemment. Évidemment, ça va nécessiter un rééchelonnement de la dette et effectivement une politique de relance de l'industrie, ce qui n'est pas facile. Même nous, en France, on a les mêmes types de problématiques sur la relance de l'industrie. Et pour l'instant, on fait pas beaucoup de... On n'a pas de leçons à donner sur ce point. Mais en tout cas... je veux faire comprendre à chacun que l'enjeu... Faites confiance à Syriza, ça va bouger. Et je ne leur dis pas de faire confiance. Ce que je dis, c'est que je ne fais pas confiance à la Troïka et je veux signaler à tout le monde un danger. C'est celui-ci. C'est qu'on voit bien que dans le fond, la dispute n'est pas sur le plan économique. Bon, elle est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que l'expérience de Syriza se propage. Il y a des élections en Espagne en novembre. Podemos... Non, c'est pas un complot. Il y a un combat politique. Les mouvements de gauche radicale ils ne veulent pas. Exactement. Aujourd'hui, comme en France d'ailleurs, on pourrait être amené à avoir une politique. Il y a des manifs anti-austérité en ce moment même. Partout, le 20 juin, il y a eu des manifestations en Europe. Et ce que ne veut pas aujourd'hui la Troïka, c'est que ce type de politique alternative à gauche, une autre politique, puisse être menée et se propage. Ce petit tweet, je vous le soumets, il va vous intéresser. Plutôt que de renflouer des banques privées à hauteur de centaines de milliards, la BCE devrait prêter aux États pour le bien commun. Il y a ce débat que évoquait Mathieu, qui disait finalement, c'est un peu, on a construit l'Europe sur l'euro, sur la finance, mais on n'a pas construit cette Europe sur les hommes. Écoutez, moi je suis beaucoup plus âgé que vous, madame, et j'ai le bénéfice d'être allé en Grèce avant l'entrée dans l'euro, dans la zone, dans l'Union européenne. Et à l'époque, je me souviens de la Grèce. La Grèce était un pays qui était très très en retard au plan économique. Et j'y retourne régulièrement. Et il y a un abîme entre la Grèce d'avant l'Europe et de la Grèce d'après l'Europe. Donc l'Europe a apporté beaucoup de choses à la Grèce. Et je n'ai assez, moi, de tous ces gens qui ne cessent de dire tous ces problèmes, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause des autres. La situation économique gravissime de la Grèce, elle est essentiellement de cause grecque. Il faut arrêter de dire que c'est l'Europe, un coup c'est l'Europe, un coup c'est l'Allemagne nazie, un coup, etc. Et ça, c'est impossible. Moi, j'ai parlé de la crise des subprimes. Il y a 25 ans, madame, en Grèce, il y avait une route bitumée qui allait de Athènes en Péloponnèse. L'Europe a permis le développement de la Grèce. C'est ça la réalité des choses. C'est aux Grecs aussi de se prendre en charge. Mais vous dites tout et son contraire. Vous dites que depuis 40 ans, il y a un problème en Grèce et après vous dites que l'Europe a fait depuis 40 ans. Nous attendons maintenant que Tsipras fasse des propositions et que ces propositions servent enfin de programme de gouvernement. Nous n'avons pas de programme de gouvernement de Tsipras. Nous attendons tout. Alors, juste, on va voir quelques images. Je ne sais pas si on les verra dans quelques instants. C'est le tour de table des chefs de gouvernement avec Alexis Tsipras parce que c'est un autre événement. On attendra le 25-26 parce qu'il y a un autre événement important puisque la date butoir, c'est le 30. On avait Olivier qui nous disait avec un endettement de 636 € par Français, soit 1 000 € par foyer fiscal, bien sûr que non, la dette ne peut et ne doit pas être effacée. Il nous l'écrit sur Facebook, sur notre site. Si Alexis Tsipras veut se tourner vers la Russie pour devenir une petite Crimée, qu'il le fasse maintenant. Je donne cette information-là parce que les Chinois qui ont acheté le port du Pirée. C'est vrai que les Chinois, ça avait été bloqué et le port du Pirée a été réacheté. Non, pas qu'on le vende. Non, les Européens ont demandé que ça soit une concession. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste de la Russie, mais de la Grèce. Mais c'est vrai que j'ai lu que Alexis Tsipras était parti à Saint-Pétersbourg et s'était tourné vers la Russie. Il y a aussi un enjeu géopolitique majeur. Les Russes sont intéressés. Vous en pensez quoi, vous, de ce citoyen qui dit mais il ne faut pas que ça soit que les banques qui investissent en Europe, mais je parle à un économiste qui travaille dans une banque. Je pense que la question de la Russie dans le dossier grec est peut-être un faux débat. Les Grecs sont maintenant, je pense, profondément ancrés dans l'Union européenne. On voit bien dans les manifestations qu'ils ne veulent pas en sortir. On voit des drapeaux européens dans les manifestations aujourd'hui. Ce qui justifie ce que dit Philippe Juvin, si je peux me permettre, c'est que l'Europe et l'euro a permis une amélioration. L'euro, la zone euro, après, a eu ses défauts. Pendant toute une période de la création de l'euro jusqu'à 2006-2008, c'est vrai qu'on a vécu dans une période d'abondance de liquidités, de taux d'intérêt très très faibles, et on a prêté sans distinction à beaucoup de pays. Les yeux fermés, sans trop se demander si un jour... Un petit peu, donc c'est exact. Il y a une responsabilité si elle est là. Il y a une responsabilité aussi des investisseurs qui ont prêté. Alors, ils ont pris des pertes en 2012. Il y a une responsabilité aussi des institutions européennes qui n'ont
mis sur une zone monétaire qu'une seule jambe, la jambe monétaire. Il aurait fallu la jambe c'est le débat, fiscale, évidemment. l'harmonisation fiscale. Le péché originel de Maastricht. Qui est interdite dans les traités. Voilà, mais les choses en sont là aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui, il faut progresser encore dans cette harmonisation de notre Union européenne si on veut qu'elle continue à fonctionner. Y a-t-il une manipulation, c'est ce que dit un tweetos de Moscou. J'ai lancé la question sur la Russie et ça réagit immédiatement. Y a-t-il une manipulation de Moscou qui se réjouirait certainement d'une sortie de la Grèce de l'UE, vous l'économiste qui vous intéressez à ce sujet et qui vous battez pour défendre le système grec? Non, je ne me bats pas pour défendre le système grec. Et comme mon collègue, j'ai peu d'avis sur la Russie. Mais je voulais revenir sur ce qui a été dit par... Personne ne veut répondre à ma question sur la Russie, mais je la reposerai inlassablement. Ça serait une tragédie qui a été posée sur la concurrence intra-européenne. Et moi, je pense qu'on a un peu zappé cette histoire. Parce que plutôt que de dire... Moi, je suis d'accord, hein, les fonds grecs ont aidé les infrastructures de développer le pays. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi les Grecs eux-mêmes qui ont construit toutes ces infrastructures. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a eu des fonds qui ont été apportés à la Grèce qui sont visibles, hein, parce que c'est l'infrastructure. Mais enfin, tout ce qui est invisible aussi existait précédemment, le système éducatif et d'autres choses comme ça. Mais l'Europe, elle a aussi apporté un système de concurrence. Là, en ce moment, les Européens sont en train de plancher, vous devez le savoir d'ailleurs, Monsieur Juvin, sur la constitution, l'approfondissement du marché du capital. Hein, créer un grand marché du capital, approfondir en tout cas le marché du capital. Pourquoi ? Pour permettre au capital de se déplacer rapidement entre les pays ? Et moi je pense que cette fluidité énorme, ce grand marché du capital, me semble